Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 2 sur les chemins de la foi. Sagesse bouddhiste poursuit avec Emmanuel Olivier son étude de l'éthique dont la pratique est pour les bouddhistes l'un des fondements de la vie spirituelle. Bonjour et merci de nous retrouver ce dimanche pour la suite de notre émission consacrée à la pratique de l'éthique. Nous avions vu la semaine dernière comment enseigner l'éthique, telle que l'a définie le bouddhisme, était une réponse à la souffrance de la société. Nous allons parler aujourd'hui plus précisément de la pratique de l'éthique, voir comment elle permet de prendre conscience de l'interdépendance des êtres entre eux et avec ce qui les entoure, et comment aussi elle permet de développer des valeurs qui donnent des repères quand surviennent les conflits ou les obstacles. Nous retrouvons avec plaisir notre invité, Emmanuel Olivier, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes bouddhiste engagé, vous avez suivi un temps la tradition Theravada et puis la tradition Zen. Vous avez fondé l'association Terre d'éveil qui s'adresse à un public laïque engagé dans la vie et qui propose des retraites et des enseignements issus du canon Pali. Et puis vous enseignez dans le supérieur, notamment à l'université de Reims. Merci de nous retrouver ce dimanche. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner l'étymologie du mot éthique? Parce que je crois qu'il relève de deux principes qui sont très signifiants. Oui, alors dans notre culture, l'étymologie du terme éthique, notamment du latin, il y a deux sens. Le premier sens du terme éthique, c'est le gîte, le repère. Et donc, ça vient interpeller sur est-ce que notre société, est-ce que le lieu où je suis est humainement ouvert? Et donc, c'est la question notamment de l'hospitalité. Et le deuxième sens, c'est habitus mœurs. C'est donc ces valeurs que l'on partage dans une dimension un peu plus morale. Et la morale et l'éthique ont les mêmes étymologies en grec et en latin. Alors, est-ce qu'on peut revenir également, Emmanuel Olivier, sur ce que dit le Bouddha sur l'éthique? Notamment, il parle du juste. Tout à fait. Donc, dès les premiers enseignements du Bouddha, le Bouddha a fait mention de cette dimension éthique dans l'art du questionnement, et notamment dans une orientation psychologique, en partant du postulat qu'il est important pour la personne qui est sur le chemin de se questionner. Et pour se questionner, il s'appuie sur son corps, sur son mental, sur ce qu'il est, sur ses actions. Et c'est dans cet effet miroir qu'il va pouvoir continuer à questionner et à trouver le juste milieu. Et donc, ce qu'on appelle après la juste parole, les pensées justes, l'acte juste, le corps juste, et donc d'être toujours dans cette justesse. Donc, ce qui crée aussi une différence avec la morale, qui est plutôt dans le bon et le mal, le bien et le mal, c'est vraiment la question du juste et de l'injuste. Trouver le juste. Tout à fait. Quel est le lien entre la pratique et l'éthique, justement ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, dans notre pratique, alors qui est plutôt dans une pratique ancrée dans le monde occidental, on est vraiment sur comment, dans ma pratique, j'ai aussi une réflexion et une pratique associée à l'action. C'est-à-dire comment, moi, je suis aussi bien dans une pratique, dans une sangha, dans un monastère, sur un coussin de méditation, mais aussi chez moi, dans ma famille, dans mon travail, quand je conduis ma voiture, comment j'ai aussi cette action juste. La question que l'on se pose très concrètement, c'est je fais tel geste, telle action, quelle est cette motivation ? Quelle est sa motivation ? Alors, il y a deux possibilités, c'est-à-dire soit je suis aligné sur mon action, il n'y a pas de question, mais souvent on se retrouve confronté à ce qu'on appelle des conflits de valeurs, c'est-à-dire que entre ma pratique du dharma et donc les valeurs associées au dharma, qui sont des valeurs de compassion, qui sont des valeurs d'amour, qui sont des valeurs de justesse, et potentiellement quand je me retrouve dans mon identité professionnelle ou dans ma famille, où potentiellement c'est d'autres valeurs, je peux avoir un conflit. Donc un conflit de valeurs, et là, par le questionnement, je vais pouvoir y répondre. Comment, en tant que bouddhiste, je peux travailler dans une entreprise, en tant que bouddhiste, je peux manger de la viande ou pas? C'est aussi ces questions-là que l'on se pose. En fait, le présupposé de tout cela, c'est aussi de penser que rien n'est acquis, c'est-à-dire que même si on a une conduite, une ligne éthique que l'on suit, elle est chaque jour remise en question.
Je dirais que le présupposé, c'est aussi bien qu'on est dans une complexité, nous sommes dans des organisations complexes, et qu'en même temps, nous sommes aussi dans des dimensions qui sont toujours en mouvement, c'est-à-dire que tout change. Et donc ça veut dire comme tout change, l'intention aussi peut changer, et que c'est important de pouvoir questionner. Parce que on parle par exemple aussi des règles d'éthique que certaines entreprises se donnent. Elles figent finalement à un moment donné certaines règles de respect, de bienveillance, etc. Mais qui finalement finissent par devenir des habitudes qu'on ne lit même plus. Donc il faut revenir systématiquement finalement sur ce genre de charte ou de liste d'éthique. Alors c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une action, c'est important aussi de questionner cette action. C'est-à-dire que la question de la construction d'une charte ou de règles communes, par exemple dans une sangha, ça permet à un moment de définir un bien commun, de définir un vocabulaire commun et des actions communes. Et c'est important de faire ce travail-là. Mais c'est important aussi de le remettre en question parce que très vite, on peut normer les choses, on peut institutionnaliser les choses. Et effectivement, ça devient une charte éthique qui n'est plus lue et qui n'est plus incarnée. Donc c'est aussi à un moment la capacité de remettre en question. Et c'est tout le principe des préceptes. Les préceptes sont là pour effectivement donner des exemples et des manières de conduire nos actes. Et en même temps, le précepte est une manière d'évaluer nos actes, d'avoir des repères. Donc c'est aussi important de pouvoir avoir ces repères communs. Le précepte qui est typiquement, si vous voulez nous le rappeler, bouddhiste, hein, qui n'est pas un commandement comme dans d'autres religions. Tout à fait. C'est la différence, c'est que dans le précepte, il n'y a pas cette notion de bien et de mal. Dans, par exemple, le précepte ne pas tuer, c'est plutôt une action d'avoir un précepte pour voir quelle est l'attitude juste dans une action de ne pas tuer. Et en fonction des contextes de vie, potentiellement, le précepte va être vu différemment. Et ça, j'ai des exemples, effectivement, par exemple, sur la question de l'alimentation et de, par exemple, j'ai travaillé avec des sanghas qui ont souhaité faire de la distribution alimentaire aux personnes en situation de pauvreté. La question était, est-ce que moi, en tant que bouddhiste, je dois distribuer de la viande ou pas? Est-ce que le plus important, ce sont mes propres valeurs ou aussi les valeurs de la personne que je vais nourrir? Et ça, c'est des questions qu'il faut pouvoir traiter, parce que c'est pas simplement de dire oui, je décide de pas donner effectivement, par exemple, de poulet, et qu'en face, la personne, dans sa culture, dans son histoire, elle mange de la viande. Donc c'est important de pouvoir questionner ça. Et ce qui est encore plus important, c'est pas simplement la question de manger ou pas de la viande, c'est aussi, est-ce qu'il y a des espaces aussi pour pouvoir discuter et pouvoir en parler et pouvoir continuer à mûrir et à avancer ensemble. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi du principe de réciprocité ? Oui, alors le principe de réciprocité, c'est-à-dire que pour moi, il est extrêmement important dans ma manière d'enseigner et de traiter l'éthique, d'être dans cette dimension de réciprocité. C'est-à-dire que l'éthique, pour moi, elle est toujours en lien avec un autre. Donc l'autre, c'est le vivant, donc c'est l'être humain qui me fait face, mais c'est aussi la nature, c'est aussi l'ensemble de l'environnement. Le principe de réciprocité, c'est de dire que dans le questionnement éthique, dont l'objet est d'amener sur ma propre liberté, je prends aussi comme postulat que pour pouvoir être libre, je dois aussi accompagner l'autre sur sa propre liberté. Et donc cette réciprocité, c'est aussi de reconnaître l'autre en tant qu'être humain qui me fait face et en tant qu'être humain qui me construit aussi dans ma propre liberté. Ce sont des notions qui donnent à voir finalement aussi très, très bien l'interdépendance qui est chère aux bouddhistes. Tout à fait. Donc il y a cette notion d'interdépendance. Et je pense qu'aujourd'hui, cette interdépendance, elle est encore plus compliquée. Parce qu'aujourd'hui, dans nos actes de la vie quotidienne, on peut avoir un impact sur des dimensions qui sont extrêmement éloignées. C'est-à-dire quand je fais le choix d'acheter des habits, j'ai potentiellement un impact sur la personne qui va coudre ces habits. Donc potentiellement, quand c'est fait au Bangladesh ou dans des pays, dans des conditions de travail difficiles, quand je paye mes impôts aussi, c'est-à-dire que c'est important que je puisse savoir où va l'argent, à quoi ça va servir. Et donc l'interdépendance est aussi dans ces dimensions-là. Il y a aussi un principe, celui de la fragilité, que l'on peut reconnaître en l'autre, plutôt que d'être dans une compétition ou une course à la perfection. Oui, pour moi, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de penseurs ou d'acteurs qui pensent une éthique de la fragilité. C'est-à-dire que la fragilité fait partie de l'être humain. C'est ontologique à l'être humain. On est tous fragiles. Et c'est parce qu'on est fragile qu'on peut aussi se construire et mûrir et qu'on peut avancer en tant qu'être humain
mais qu'on peut aussi créer un lien avec l'autre. C'est parce que l'autre va pouvoir m'apporter quelque chose par rapport à ma fragilité et que je vais pouvoir lui apporter quelque chose qu'on va pouvoir mûrir ensemble et créer une société qu'on souhaite voir ou une organisation qu'on souhaite voir, une sangha idéale pour nous. Et malheureusement, nous sommes dans une société où on défend plutôt la dimension d'être le plus fort, où il faut toujours se vendre, où il faut être le plus beau, où il faut être le plus riche, et que ça fatigue beaucoup, c'est épuisant de toujours essayer de montrer ce qu'on n'est pas, foncièrement, alors que si on acceptait d'élargir un peu plus en offrant cette fragilité, ça serait extrêmement, à mon avis, pertinent. Est-ce que vous avez des exemples de sanghas qui, justement, donnent l'ouverture, permettent une ouverture à la fragilité ? Alors oui, ça m'arrive de côtoyer des sanghas. Donc là, il y a la sangha de Thich Nhat Hanh qui est aussi très ouverte sur cette question de la fragilité, ou sur des valeurs dites un peu plus féminines aussi, sur la question de la tendresse, la question de l'amour, la question aussi du lien à l'autre. Je pratique aussi dans la sangha Dana, qui est aussi une sangha aussi très ouverte, donc dans une dimension un peu plus zen. Et sinon, je rencontre beaucoup d'enseignants qui aujourd'hui sont dans cette dynamique. Alors c'est pas forcément développé au niveau de la sangha, puisque après ça peut être plus ou moins formalisé, plus ou moins travaillé, avec des outils aussi pour développer cette capacité à coopérer ensemble. Mais je trouve qu'il y a une ouverture de plus en plus sur une nouvelle génération, notamment d'enseignants, où il y a cette pratique de la tendresse, et notamment dans la pratique de méditation, aussi d'être tendre vis-à-vis de soi-même. Voilà, ça je pense que c'est aussi fondamental de redévelopper ces valeurs, tendresse, souplesse, créativité, qui sont des valeurs qui sont en train d'émerger dans les sanghas et dans les organisations aujourd'hui. Pratiquer l'éthique, c'est aussi finalement toujours, le faire en rapport avec un tiers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, pour moi, c'est vraiment cette dimension du triangle éthique, c'est-à-dire que l'art du questionnement de l'éthique, c'est pour avancer dans une vie bonne. Donc ça travaille aussi, l'intention éthique travaille sur l'estime de soi, mais toujours en lien aussi avec l'autre. Donc c'est le visage de l'autre, c'est l'autre qui me permet aussi d'être libre et que je rends libre. Et je rajouterai donc une troisième dimension qui est le tiers. C'est-à-dire que pour pouvoir me sentir libre et que l'autre puisse être libre et que le vivant puisse être libre, il faut aussi qu'il y ait un tiers. Alors le tiers, c'est l'organisation, c'est la sangha, c'est la société. C'est-à-dire que si je vis dans une société injuste, ça va être difficile de me sentir libre ou de pouvoir être en lien avec l'autre dans cette confiance, dans cette liberté. D'où l'importance, je pense, dans les sanghas, d'avoir ces espaces et que la sangha soit un tiers bienveillant, un lieu de confiance pour qu'il y ait une pratique. Et que pour le Bouddha, cette notion de sangha est une notion aussi importante que le dharma et que la pratique. Emmanuel Olivier, comment peut-on faire entrer l'éthique dans notre quotidien ? En acceptant de se questionner, de lâcher prise et de dire l'éthique n'est pas pour une élite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin aussi d'avoir fait des études, il n'y a pas besoin d'être un penseur, d'être très intelligent. C'est vraiment une éthique incarnée dans la vie quotidienne. Donc c'est prendre le temps de se poser les questions, accepter de ne pas avoir de réponse et être sur une éthique de proximité, c'est-à-dire vraiment dans les gestes de la vie quotidienne. Finalement, et pour conclure, Emmanuel Olivier, l'éthique, c'est vraiment un pouvoir de questionnement vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la société. Tout à fait, un pouvoir de questionnement, de remise en question, de lâcher prise, de réflexion, pour toujours être aligné. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Avant de nous quitter, voici des propositions de livres en rapport avec le thème. Tout d'abord, Guide pratique pour se libérer de ses mauvaises habitudes par Shani Taylor, édition Tarma. L'auteur, une nonne qui enseigne le bouddhisme et la médecine psychologique à l'université de Sydney, propose ici des exercices pratiques basés sur la méditation pour se détacher de ses accoutumances et de ses comportements négatifs. Notre vie est à nous, dialogue entre le Dalai Lama et Fabien Waki chez Le Relier Poche, des réponses vivifiantes données à ceux et celles qui sont dans leur quotidien en prise avec des difficultés matérielles et ou émotionnelles. Et puis réfléchir sur le cœur des choses, édition Le Relier. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur francetv.fr, le site vidéo de France Télévisions. Nous vous souhaitons une très belle journée, une heureuse semaine. Merci.